Salut Louise. Salut Margot. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce live Canson en collaboration avec Le Pan. Je vais commencer par me présenter avant de laisser Louise se présenter. Je suis Margot et je suis l'une des cofondatrices du Pan. Le Pan, c'est une école d'art plastique avec des ateliers animés par un peu plus de 90 artistes. Des ateliers de dessin, peinture, collage pour renouer avec sa créativité et passer des bons moments, se faire du bien et explorer énormément de choses. Ce soir, donc, c'est un atelier que vous avez peut-être l'habitude de suivre, que l'on organise pour Canson. Et quand un tel groupe de matériel beaux-arts rencontre une école d'art plastique, eh bien, ça donne de super ateliers en ligne, accessibles à tous les niveaux et avec du matériel de très bonne qualité. Louise, je vais te laisser te présenter parce que tu as l'habitude de faire des cours avec nous, mais il y a peut-être quelques personnes qui te découvrent ce soir. Eh ben, bonjour à tous et toutes. Je suis ravie de revenir dans l'atelier Le Pan et Canson. Du coup, moi, je suis artiste plasticienne. Je travaille plusieurs médiums dans ma pratique et j'enseigne aussi à côté. Du coup, j'adore partager mon travail et aussi les techniques pour pouvoir rendre plus accessible le dessin à tout le monde. Donc tout le monde peut dessiner, c'est accessible, ça demande du travail et de la patience et de la passion, mais quand on a ces trois envies, et ben tout est possible. Du coup, on va essayer de voir ensemble comment travailler un portrait, et ce avec un super panel de matériel, donc avec du papier mi-teinte de chez Canson que je vous présenterai pendant la séance, qui est vraiment top, ainsi que des crayons et le Brown Tone Set, donc de pastel dur, qui du coup va nous permettre de travailler dans des tons plutôt ocre, sanguine, et le petit panel de crayons ici. C'est beau, hein, j'adore, à chaque fois on dirait que c'est Noël. Donc voilà, du coup, on va travailler avec ces outils-là sur le papier demi-teinte que je vais vous présenter et nous allons faire un portrait. Donc voici un petit peu le résultat qu'on va essayer d'obtenir ensemble ce soir. Donc voilà, souvent on nous disait ouais, mais comment on fait le portrait, comment on fait les yeux, voilà, on va vraiment se concentrer sur le regard aujourd'hui et on va utiliser les crayons et les pastels qui sont à notre disposition pour donner un œil vibrant à notre dessin. Voilà, dans les grandes lignes, ce qu'on va faire aujourd'hui. Merci Louise, ça donne envie. C'est vrai que le portrait, c'est souvent un casse-tête. Ouais. Donc là, on est contente de passer un peu de temps avec toi pour que tu nous expliques tout ça. Je vais projeter à l'écran le visuel de référence. Et puis, c'est parti. N'hésitez pas à nous écrire sur le chat si vous avez des questions. Super, merci beaucoup Margot. Alors, donc, j'ai sélectionné au sein de ce super justement bloc de mi-teinte Canson, j'ai sélectionné une feuille. Donc là, vous voyez, vous en avez plusieurs dans votre bloc et c'est super parce qu'en fonction de vos différents sujets, vous pouvez choisir la teinte qui sera la plus adéquate pour votre travail. Donc moi, j'ai fait exprès de choisir une teinte qui est claire, mais en même temps pas trop, parce que je veux vraiment utiliser la couleur du papier comme une valeur à part entière dans mon dessin. Donc une valeur, qu'est-ce que c'est? Je rappelle pour celles et ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai un mot que je vais beaucoup utiliser aujourd'hui. Une valeur, c'est quand quelque chose est plus ou moins foncé. Donc vous avez vu, je vais faire finalement un portrait dans des tons sanguines avec plusieurs couleurs, mais on part d'une image en noir et blanc. Donc voilà, donc les valeurs, ça va être les niveaux de gris, des éléments qui vont être plus ou moins clairs. Donc par exemple, le blanc de l'œil est plus clair que la peau, qui elle-même est plus claire que le bord de ses cheveux à notre modèle. Donc voilà, donc du coup, je vais avoir un papier qui va être d'une couleur pas trop clair pour qu'on puisse voir les rayons de blanc que je vais faire. Donc les rayons, c'est comme rehausser, donc rajouter de la lumière, mais qu'on voit aussi également les ombres que je vais dessiner. Donc du coup, je vais prendre ce papier-là. Ce papier, il a deux faces. Il a une face simple et il a aussi une face grain qu'on appelle nid d'abeille. Donc le nid d'abeille, ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir bien retenir les pigments quand vous travaillez au pastel. Donc là, par exemple, vous voyez les effets un peu granulés qu'on obtient sur le modèle. Oups, je le mets comme ça. Ça, justement, c'est l'effet nid d'abeille. Donc moi, j'aime bien parce que je trouve que ça donne un effet un peu texturé. Si vous préférez utiliser l'autre face du papier, c'est possible aussi, mais elle sera beaucoup plus fine et avec un grain plus fin. Donc c'est vraiment en fonction des choix et des techniques.
Du coup, moi, je vais garder ce côté-là parce que je vais en avoir besoin pour que mon pastel reste bien accroché dans mon papier. Et vous pouvez également mettre du fixatif à la fin de votre travail pour être bien sûr que plus rien ne bouge. Alors, donc là, moi, ça c'est mon côté nid d'abeille. Donc là, je vais me mettre ici et je vais dessiner juste un cadre pour me donner un petit peu une surface à travailler. Voilà, donc je vais être à peu près dans cette zone. Et du coup, dans le matériel que comment je vais procéder, je vais faire quelques traits de construction pour justement savoir un petit peu où va se situer mon dessin. Puis ensuite, je vais travailler les valeurs avec mes pastels et avec mes crayons pastels. Donc, quand vous allez voir mon dessin se former, c'est normal s'il est léger. C'est pour tout simplement ne pas avoir des traits trop forts et finalement ne pas avoir quelque chose qui va gêner la création de mes ombres et de mes lumières. Donc, quand j'ai ça, donc là par exemple, je vais commencer par l'arcade sourcilière qui va apparaître ici et qui du coup va me permettre de placer l'œil et aussi le bord de mon visage. Donc, je ne sais pas si vous remarquez dans le modèle, mais il y a une sorte d'ombre qui se positionne un peu à la commissure de son œil. Donc vous voyez par exemple là je vais faire une ligne qui va être un peu le début du nez. Et ici je vais avoir donc mon trait qui va correspondre à mon sourcil. Ici. Et après je placerai l'œil évidemment. Mais du coup je commence par le sourcil car c'est ce qui va me permettre de ne pas avoir un œil qui se perd en fait dans le dessin. Donc là elle a quand même un sourcil assez droit. Donc volontairement, j'ai pris un crayon un peu plus gras quand même pour que vous puissiez voir directement. Mais l'idée, c'est quand même, prenez plutôt un crayon sec. Donc plutôt 2H, c'est l'idéal. Aussi, je vous conseille d'avoir une gomme qu'on appelle mie de pain. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est une gomme qui donc est beaucoup plus élastique et qui va pouvoir déjà prendre une forme plus précise quand on va avoir besoin de gommer pour faire des détails. On peut aussi enlever de la matière et donc par conséquent ça va nous permettre de dessiner même en enlevant de la matière parfois. Donc si on a fait beaucoup trop de pastel ou ce genre de choses. Et aussi, c'est quelque chose qui n'est pas abrasif, mais qui, en fait, par le côté un peu poisseux de la gomme, qui va absorber avec le gras l'excédent de matière qu'on veut enlever. Donc, du coup, ça permet de ne pas avoir les petites peluches à la fin. Donc, voilà, c'est plutôt idéal. Moi, je conseille plutôt d'avoir cet outil-là à disposition dans la caisse à outils du dessinateur. Alors, là... Donc vous voyez, j'essaye aussi de dessiner un peu les zones d'ombre. Vous voyez, je fais un peu des triangles. Ça, c'est pour pouvoir savoir un petit peu où est-ce que je vais poser les ombres pour dessiner ensuite toutes les informations dont j'ai besoin pour créer le volume de mon visage. Du coup, voilà. Donc faites attention à ne pas lui faire un trop gros front, ça arrive souvent. Et voyez ce que j'ai fait comme ligne ici, c'est pour un peu délimiter les zones de valeur légèrement plus sombres. Donc vous voyez le front ici est beaucoup plus avec de la lumière que la partie droite de son visage. Donc si je fais ça, c'est pour pouvoir avoir un peu une idée avant même d'avoir tracé avec mon crayon blanc ou mon crayon brun les valeurs dont je vais avoir besoin pour faire le volume. C'est pour me situer un petit peu. Donc dites-vous, quand vous dessinez en fait un visage, vous n'allez pas forcément dessiner des traits, vous allez dessiner en fait des sortes de taches qui vont correspondre en fait aux zones d'ombre et de lumière qui vont créer le volume du visage. Voilà. Là, si je dessine cette ligne-là, c'est que vous voyez ici, je sens que là il y a un peu plus d'ombre qui correspond en fait à l'arcade sourcilière. Parce que l'œil est vraiment dans un creux en fait. Donc aussi un œil, je vais vous faire un petit schéma avant de trop avancer dans mon dessin. Du coup, un œil, il faut imaginer donc là c'est votre œil, en grand du gros. Et par-dessus, on va avoir la paupière supérieure qui va se positionner dessus. Ensuite, on va avoir la paupière inférieure. Ici. Mais ces paupières, attention, elles ont une épaisseur.
Donc faites bien attention à prendre en compte que votre paupière inférieure, vous allez voir en fait une sorte de double ligne ici. Ensuite, on va avoir là le volume de la paupière qui est posé donc sur l'œil, qui va du coup donner un petit peu une forme ici, un peu ronde. Donc là j'exagère, hein, on dirait que mon pauvre œil, on dirait qu'il a des cernes, etc. Mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu à quoi correspondent les ombres aussi dans l'œil. Donc là vous voyez par exemple dans mon modèle, je le compare ici, là vous voyez cette partie-là, ça correspond à ça. Cette partie ici correspond à cette petite ligne ici. Et celle-ci correspond à l'ombre ici qu'on peut voir. Vous voyez, là, il y a un réseau de lumière ici. Et finalement, là, on a une sorte d'ombre qui correspond en fait à la paupière et les muscles, évidemment, qui vont contenir le globe oculaire. Donc, en ayant ça, c'est ce qui va donner le volume de l'œil et qu'on n'ait pas l'impression, je ne sais pas si ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous avez essayé de dessiner, d'avoir un œil tout plat. Où là, on a l'impression en fait qu'on a quelque chose qui fait un petit peu plat. Un petit peu œil d'hiéroglyphe, c'est parce qu'on oublie le volume de la paupière. Donc voilà, pensez à ça. Donc quand on a ça aussi, on va avoir l'intérieur de l'œil. Donc si par exemple là je décide que ce soit ici l'intérieur, on va avoir cet petit élément qui correspond d'ailleurs à la peau qu'on va retrouver ici. Donc ça, voilà, ça c'est des éléments qu'on retrouve d'ailleurs hein, dans ce dessin. Vous voyez ce que je vous montre ici. C'est ça, cette partie-là. Et d'ailleurs, pour ne pas avoir l'effet de plat, on va avoir un œil qui va attraper la lumière plus ici, mais par contre, on va avoir des ombres sur le côté gauche et sur le côté droit. Donc ça, pour le coup, gardez-le bien en tête. On va devoir le travailler plus tard quand on va travailler les ombres et les lumières. Alors, je reviens à mon dessin. Donc du coup, je dessine directement mon œil sans forcément faire un rond directement. Mais vous pouvez après, si vous voulez, placer votre œil à l'intérieur. La seule chose, c'est que si vous n'avez pas fait de travail un peu d'anatomie, vous pouvez vous retrouver avec un globe oculaire un peu trop grand, etc. Donc juste ça, c'était pour vous expliquer. Mais dessinez ce que vous voyez, essayez de faire un œil qui soit pas trop grand, pas trop petit, et surtout qui ne se situe pas trop loin finalement de cette partie ici, donc le coin de l'œil. Ok, on n'est pas trop mal. Donc là aussi, on va avoir l'oreille qu'on va devoir placer. Donc gardez bien en tête que l'oreille arrive au niveau du regard. Donc là, vous voyez la commissure de mon œil. Tac, le coin de l'œil, il va arriver au niveau, vous voyez ses cheveux. Donc là, ses cheveux, ils vont être là. Donc comme ça va vous permettre de bien placer l'œil, le début de l'oreille, qu'on ne se retrouve pas avec une oreille qui part trop haut ou part trop bas. Voilà, donc là, j'ai le pavillon de mon oreille qui va arriver légèrement au-dessus du nez. Mais ça, c'est des histoires de perspective. C'est parce que si, par exemple, on avait un personnage de profil, vraiment, les yeux sont vraiment entre... Enfin, les oreilles sont vraiment entre le regard et le nez, pardon. Voilà, donc là, on est bien. Ok. Je prends mon temps à faire ce travail préparatoire parce que quand je vais travailler les ombres et les lumières, j'aurai du mal à revenir sur mes pas. Parce que comme je vais vraiment travailler avec le blanc du papier, enfin le brun du papier du coup, je vais essayer de ne pas donner trop d'informations erronées. Donc là, je fais un rond pour le nez, juste pour voir un petit peu, parce qu'elle a un petit bout du nez tout rond. Donc je vais juste faire un rond très léger. Vous voyez, je caresse à peine le papier. Hein. Si je devais le faire sur une feuille blanche, quand je vous ai montré, j'appuie beaucoup. Là, je suis comme ça. Donc je pense que vous ne voyez même pas à l'écran ce que j'ai fait. Voilà, on est là. Aussi, on peut être tenté quand on dessine un regard de trop forcer sur les cils. Les cils, c'est pas ce qui va vraiment créer l'effet de regard. Hein. C'est un élément presque accessoire. Dites-vous que votre œil, il doit exister sans forcément avoir de cils. Donc on est là. Je pense que j'ai pas mal d'infos. Okay. Voilà, l'intérieur de mon œil. Je tapote si jamais j'ai trop de traits et que j'arrive plus à m'en sortir. Je tapote pour enlever l'excédent
et avoir ainsi une zone plus dégagée pour voir où je me situe dans mon dessin. Donc là, le pli de la paupière inférieure, supérieure, pardon. Disons que je me confonds tout, les oreilles, tout ça. Hop. Et surtout la ligne qui correspond à la paupière inférieure cette fois-ci. J'étais bien inférieure. Cette ligne-là, je ne l'oublie pas, je vais en avoir besoin. Et enfin, on va avoir la pupille. Donc la pupille, je reprends mon petit dessin. Souvent, la pupille, il ne faut pas oublier, si vous la faites comme ceci, vous allez avoir l'impression d'avoir un œil écarquillé. Parce qu'en fait, quand on rouvre grand les yeux, c'est pour que la pupille puisse laisser le plus possible d'informations rentrer. On n'en croit pas nos yeux, on est éberlué. Donc voilà, mais en position normale, la paupière supérieure a pour aussi comme fonction de protéger l'œil. Du coup, c'est un peu comme un mini parasol. Et donc, vous voyez, ma paupière, il va falloir qu'elle soit légèrement cachée par la paupière supérieure. Alors, si vous le faites trop, vous allez avoir un œil un petit peu fatigué, on va dire. Hein. Quelqu'un qui vraiment ne s'est pas réveillé, il va avoir un œil comme ceci. Si, au contraire, vous avez un œil très vif, très réveillé, on va avoir un œil qui va être écarquillé. Mais nous, on est vraiment sur les deux. Donc, on le voit d'ailleurs, vous voyez ici, moi, dans le regard que je vais dessiner, je vais avoir un œil, une pupille qui va être comme ceci. Donc, au repos, ça veut dire que si je devais continuer, ma pupille, elle arriverait ici. Vous voyez? Voilà, donc là, ça me fait un regard posé et en même temps à l'affût, donc pas trop fatigué non plus. Ok, est-ce que j'ai d'autres informations? Ah oui, j'ai la narine. Louis, j'ai une petite question de Régine sur le chat. Oui. Qui demande si en dessous du sourcil et l'œil, il n'y aurait pas un trapèze pour marquer les ombres de la paupière supérieure. Alors répète parce que là, il y a eu trop d'infos d'un coup. Alors, en dessous du sourcil. En dessous du sourcil, oui. Il n'y aurait pas un trapèze pour marquer les ombres de la paupière supérieure. Alors là, ici, est-ce qu'on parle bien d'ici? Parce que si c'est ça, oui, je l'ai dessiné plus léger. Mais du coup, en fait, on va avoir une partie d'ombre qui va se situer ici. Après, la lumière, elle va passer légèrement un peu plus fortement dans cette zone-là. Et enfin, ici, on va avoir un petit peu d'information qui va être d'ombre qui va être dans cette zone ici. Donc, si c'est ta question, Régine, oui, en effet, tout ça, là, ça va être un peu dans l'ombre. Mais attention, là, il y aura de la lumière. Donc, il faudra pas trop marquer cette zone-là. Vous voyez, dans mon dessin, là, ici, c'est foncé. Là, ici, c'est foncé, léger. Je garde la couleur du papier. Je vous le présente un peu plus proche. Et j'ai juste rehaussé avec un peu de blanc ici pour qu'on sente qu'il y a un bombé et que finalement, cette partie-là qui est au niveau du sourcil est plus enluminée que celle-ci. Donc, c'est toujours une histoire de valeur. J'espère que j'ai répondu à la question de Régine. Et sinon, il ne faut pas hésiter à me redemander et je trouverai une autre solution pour réexpliquer. Voilà. Hop. Donc là, j'ai l'impression que j'ai toutes les informations dont je vais avoir besoin. J'ai travaillé la narine. Hop là, qui est ici. Donc, vous voyez un petit triangle là. Vous avez vu, j'ai pas hachuré trop fortement parce que je veux vraiment avoir un dessin qui soit léger. Voilà, là, je vais avoir une zone d'ombre un peu plus forte ici, pour le pavillon. Et ici, on va avoir cette partie en fait, du visage qui attrape la lumière très fortement. Et la pommette, voilà, c'est ça. Et du coup, ici, on va avoir toute une zone là qui va être plus foncée. Donc du coup, on va vraiment faire attention à cette zone qui ne va pas aller plus loin que le coin de l'œil. Hein. Si je devais continuer une ligne tout droite, ça ne va pas plus loin que ça. Pour avoir justement un effet d'ombre qui va donner le volume, qui va sculpter le visage du modèle. Donc là, je pense que j'ai suffisamment d'informations pour m'attaquer aux ombres et en lumière. Donc, du coup, je vais prendre mon petit brownstone set, oh là là, donc de couleur brune.
Il existe également en couleur teinte gris-bleu. Donc là, vous avez 12 teintes brunes. Et du coup, c'est des couleurs qui sont miscibles entre elles. Donc ça va être très intéressant pour nous pour pouvoir travailler les superpositions. Et puis pourquoi pas avec une petite estompe que j'avais prise, hein, si jamais. Je ne suis pas sûre de l'utiliser, mais on verra. Et enfin, ces couleurs-là, elles ont une forte luminosité. Donc on va travailler léger. Et si vous voulez avoir quelque chose qui va être très vibrant, plus vous appuyez, plus ce sera intense. Donc on va commencer léger. Du coup, dans cette boîte-là, vous avez plusieurs types de couleurs. Vous avez des couleurs qui vont être plutôt dans les jaunes, d'autres qui vont être plutôt brunes, d'autres plutôt rouges. Donc moi, j'ai volontairement sélectionné à l'avance des couleurs qui, selon moi, sont intéressantes pour créer, on va dire, un panel de couleurs qui soit équilibré avec ce crayon-là, ainsi que le crayon, les Rembrandt. Donc moi, j'ai pris le Sepia Light. C'est celui qui est donc dans la boîte ici, donc le Sketching Set. Je vous montre là, c'est celle-ci là. Vous voyez, donc j'ai pris ces deux crayons-là du Sketching Set et j'ai pris ces trois pastels pour pouvoir justement avoir une gamme chromatique. Gamme chromatique, c'est d'avoir un ensemble de couleurs. Du coup, hop. Donc je vais commencer par hachurer légèrement les endroits qui, selon moi, sont les plus visibles. Donc là, vous allez travailler assez léger. Donc, je vais commencer. Voilà. Je vais commencer à créer un peu d'ombre. Donc, quand vous allez dessiner une zone, essayez d'être la plus précise possible. Et attention dans ces zones-là. Souvent, quand on fait des hachures, on a tendance à faire ça. Alors, évitez parce que quand on voit ça, on n'est pas sûr exactement de la zone que l'on voit. En fait, il faut imaginer que le dessin, c'est une illusion d'optique. Du coup, on va créer la sensation que on a une zone d'ombre à cet endroit-là. Il faut que cette zone, elle soit bien délimitée. Donc, si vous avez fait ce travail préparatoire, allez bien jusqu'au bout de vos formes pour être bien sûr qu'on puisse comprendre où s'arrête la lumière et où commence l'ombre. Voilà, tac. Un peu le nez quand même. Je vais aussi commencer à faire un premier passage pour mon sourcil. Voilà. Là, je peux même utiliser un petit peu autre chose pour forcer un peu le sourcil. Donc, je vais en profiter pour dessiner un peu les poils. Hein. Donc, vraiment d'avoir un peu de texture. Elle a des sourcils qui sont très dessinés. Moi, je pense que je vais prendre la liberté de lui donner un petit peu de texture dans le poil. Donc, on va suivre quand même le mouvement. Ok. Ensuite, je vais reprendre mon petit crayon. Donc, vous voyez, il ne faut pas hésiter à alterner, hein, à changer un petit peu, mais travailler toujours léger au début. Donc le papier là que je suis en train d'utiliser, il fait 160 grammes. Donc c'est pas mal parce que c'est vraiment adapté pour le travail de beaux-arts, mais ça peut être aussi pour des activités manuelles. Et il est certifié FSC, donc valorisation des gestions forestières durables, et traçabilité pour tout ce qui est bois ou à base de bois. Donc en fait, en gros, on protège les forêts, en langage plus simple. Donc là, je vais prendre un peu de lumière parce que j'ai besoin de voir un petit peu où je me situe. Donc je vais en rajouter un petit peu sur le sommet de l'arcade sourcilière. Je vais en rajouter aussi dans cette partie-là. Donc toutes les parties les plus lumineuses de mon visage. Son bout du nez aussi.
Voilà, je vais travailler un petit peu l'œil, puisqu'on était venu pour ça aussi à la base. Donc du coup, je vais commencer par mettre un peu de blanc. Mais faites attention, je ne vais pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je ne veux pas saturer mon papier. Et aussi parce que je vais avoir plus de précision avec ce crayon-là. Mais j'ai plus d'intensité avec celui-ci. Donc du coup, c'est pas mal de jongler aussi avec les outils. Et là, en fait, je veux rajouter légèrement un petit peu d'ombre. Et que ça puisse se mélanger. Donc évidemment, tout se mélange, mais comme j'ai mon papier qui lui aussi a une couleur, donc demi-teinte, ça me permet de gagner en précision et de pouvoir faire apparaître ces ombres. Donc là, je vais prendre mon plus foncé aussi parce que vraiment cette partie-là de mon image est très foncée. Voilà. Et je vais aussi commencer à dessiner un petit peu plus l'intérieur de l'iris. Donc vous voyez l'iris, il y a une chose importante, c'est qu'on a un reflet dans l'œil. Cette partie-là, je vous conseille de le dessiner assez rapidement. Donc je vous la dessine, vous avez l'iris qui va être au milieu. Vous le faites bien au milieu de votre œil, hein, le centre, parce que si vous le faites trop sur le côté, on ne va pas trop comprendre. Donc là, vous vous dites bien que c'est comme si j'avais une pièce percée, donc j'ai le rond total, et donc par conséquent ici, ça va être vraiment au centre de mon rond, même si on a la paupière supérieure qui passe par-dessus. Donc ça, ensuite je vais avoir le reflet. Dans mon image, c'est une fenêtre. Moi, je vais le simplifier par 2 petits ronds. Et là, je vais faire le reflet blanc. Vu qu'elle a un regard assez transparent, je vais faire exprès de laisser la couleur du papier et de ne juste faire un petit peu d'ombre dans cette partie-là pour faire un petit dégradé. Ici, je vais mettre une partie très foncée. Voilà. Donc déjà, là, on commence à avoir un œil. Hein. Vous avez vu, j'ai même pas fait les cils, qu'on a déjà la sensation du regard. Après, ce qui peut donner aussi l'effet un peu bizarre sur le regard, c'est, il ne faut pas oublier l'ombre qui est créée par la paupière supérieure qui va passer par-dessus. Donc en fait, c'est ça aussi qui adoucit le regard. Vous voyez, je passe par-dessus et là, on a quelque chose de plus doux, instantanément. Donc je peux même l'accentuer un peu. Voilà. Ok, ensuite, on va avoir une petite ombre ici. Alors là, je fais exprès de ne pas faire toute la ligne parce que vu que la lumière, elle frappe cette partie, je vais faire exprès d'avoir un trait qui soit pas trop intense. Donc je vais juste le faire à droite, à gauche, mais pas trop au milieu. Je vais un peu laisser cette partie tranquille, même si dans mon image de référence, je pourrais dire, bah, pourtant c'est une ligne bien droite. Ouais, mais je vais tricher un petit peu parce que je veux vraiment faire comprendre que cette partie est lumineuse, donc je ne vais pas trop rajouter de détails. Ok, ensuite, où est-ce qu'on en est? Je vais accentuer un peu cette partie. Je pense que je vais rajouter un peu d'ombre par là pour donner un petit peu de contraste. Donc là, je vais y aller carrément avec mes pastels. Donc vu qu'ils ont une très bonne couvrance, les pastels Lyra. Donc Lyra, c'est une marque allemande hein, qui justement est spécialiste dans les crayons et les feutres pour artistes. Et du coup, vu que c'est une très bonne couvrance, je vais pouvoir y aller fortement pour créer un contraste fort avec le reste de mon visage. Donc vous avez vu l'effet un peu granulé, ça c'est le nid d'abeille. Hein. Donc pour qu'on ait un peu un effet de transition avec le reste des cheveux, pour pas qu'on le confonde avec le fond, je vais faire exprès de faire en sorte de boucher tous les traits du nid d'abeille. Alors après ça c'est mon choix artistique. Hein. Sur le fond. Et au contraire, sur la partie qui est plus propre aux cheveux, là, je vais y aller un peu plus doucement et peut-être qu'on verra un peu plus le nid d'abeille. Donc, ça me fait déjà une transition, ne serait-ce que dans l'application de ma matière.
Donc vu qu'en plus la texture du papier mi-teinte Canson, elle retient bien les pigments, là c'est parfait. Je peux y aller très fortement et ça ne bouge pas. Voilà. Ensuite, là il y a un peu des cheveux, donc du coup je vais essayer de les dessiner légèrement. C'est ce qui va me permettre de dessiner l'ombre. Mais en dessinant cette ombre, je vais essayer de dessiner un petit peu la texture du cheveu. Voilà, qui va aller progressivement sur le côté. Voilà, comme ça. Et elle a donc cette partie-là, avec des cheveux qui partent. Voilà, comme ceci. Hop. On commence à voir un peu son visage là. Je reviens un peu à cette partie. Donc vous avez vu, c'est très léger, hein. Et ici, faites attention aux zones. Donc souvent, quand on me dit, mais ouais, mais les zones de dessin, pour les ombres et les lumières, je ne les vois pas très bien. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un petit exercice. Donc là, j'ai pris spécialement du calque pour vous montrer ça. Vous n'en avez pas besoin pour le dessin, mais je vous montre sur mon modèle. Donc vous voyez, ces zones, c'est ça. On les voit là, ici. Donc ça, c'est une zone d'ombre. Là aussi. Et vous devez essayer d'être les plus précises pour ces zones. Et vous avez vu, je n'ai fait que des traits pour le moment. Il n'y a pas de rond, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est plus pour vous montrer, ce sont ces zones-là que nous sommes en train de dessiner avec les valeurs. Hop. Voilà, c'est la petite aparté. Hop. Donc je reprends. Ah, j'ai bougé mon modèle, donc je ne vois plus rien. Hop. Là, c'est mieux. Alors. Donc vous pouvez aussi croiser hein, les couleurs. Moi, comme nous avons 1 heure, je fais simple pour que vous puissiez avoir un dessin qui soit suffisamment avancé. Mais si vous voulez vraiment créer des textures, ce genre de choses, n'hésitez pas. Vraiment, comme c'est des couleurs qui sont vraiment tendres et hautement pigmentées, c'est très agréable pour travailler les mélanges et les superpositions. Tac, tac, tac. Blanc. Hop. Je fais un peu ici pour le contraste. Là aussi, je vais mettre un peu de contraste. Alors, ici. Je vais commencer à lui faire un peu des cils. Donc, j'accentue le foncé de cette partie. Et je vais prendre un crayon plus fin pour dessiner les cils. Donc les cils aussi, faites attention à une chose. Quand vous avez des cils, ne faites pas tous les cils dans le même sens. Les cils, on est sur une forme circulaire. Donc ils vont partir de ce côté-là. Hop là, comme ça. Et après, au fur et à mesure, ils vont être en face de nous. Donc, il faut imaginer un peu comme les rayons d'un soleil. Voilà. Donc, du coup, vous avez vraiment une forme circulaire. Hop. Effet circulaire. Donc là, c'est au milieu, donc plus vers nous. Et enfin, plus on va vers la gauche, plus ça va vers la gauche. Alors, Cécile nous pose une question sur le chat. Il faut déjà savoir dessiner quand même, non? Moi, ça me paraît infaisable, surtout que je ne prends pas de cours et que je n'ai pas le bon matériel. Alors, rien n'est infaisable. Je peux comprendre que ça fasse un peu peur.
Dessiner le visage est l'un des éléments les plus complexes, tout simplement parce que notre cerveau, il a besoin de reconnaître tout de suite ce qu'on dessine. Et en fait, il va nous dire, ça c'est un visage, ça c'est pas un visage. Du coup, quand on dessine, il faut oublier ce qu'on dessine. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais il faut vraiment se concentrer sur les ombres, les lumières, les endroits où c'est plus clair, où c'est plus foncé. Donc faut redevenir un peu comme un enfant qui va se dire, bon, je ne sais pas ce que je regarde, mais je vais le regarder vraiment pour ce qu'il est et non pas ce que je crois voir. Donc du coup, c'est vrai que quand on voit peut-être un tuto comme ça, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait avec ses mains, je ne sais pas trop comment elle s'y prend. En tout cas, dites-vous que vous pouvez faire cette expérience du calque en repassant par-dessus, juste pour vous rendre compte un petit peu des différentes zones. Donc vous voyez, zone avec de la lumière, zone moyen, zone un peu plus foncée, zone très foncée, zone super foncée. Déjà, faites cet exercice-là. Et comme ça, vous allez vous rendre compte qu'on peut diviser notre modèle en quelques zones de gris bien définies. Après, pour ce qui est de l'anatomie, elle n'est pas là pour nous perdre, elle est là pour au contraire nous guider. Mais après, chaque visage est unique. Donc, on va avoir des spécificités, on va avoir des précisions qui vont vraiment résider dans des infimes détails. Et ce qui est un peu frustrant dans le travail du portrait, c'est qu'on veut tout de suite que ça ressemble au modèle ou à la personne. Dites-vous tout simplement qu'il faut que votre dessin il vous plaise, c'est ce qui compte. Après, si ça ne ressemble pas exactement à la personne, ce n'est pas grave. Ça viendra plus tard. Ça viendra peut-être pas et c'est pas grave non plus. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez du plaisir à dessiner et que vous vous amusiez. Donc si jamais ce modèle-là, il vous fait un peu peur, il y en a d'autres. On a fait aussi d'autres super sujets avec le pan et Canson, avec d'autres matériaux aussi, d'autres matériels. Donc si jamais ça vous fait un petit peu peur, il y a d'autres manières aussi d'aborder le dessin. Et en plus de ça, il faut surtout se faire plaisir, donc ne vous inquiétez pas. Si jamais aussi vous vous lancez et que ça ne correspond pas à vos attentes au premier essai, c'est pas grave aussi. Le pire que vous ayez fait, c'est de perdre une feuille de papier. Bon, mais en tout cas, vous n'avez pas perdu votre temps parce que vous avez forcément progressé. Et en plus de ça, vous avez passé un bon moment à vous concentrer sur un modèle et à vous concentrer sur finalement autre chose. Quand on dessine, c'est un peu méditatif. Hein. On ne pense plus à mince, j'ai oublié de faire ça ou tiens, j'ai ça à faire. Non, là, je suis juste en train de me concentrer sur, à votre avis, est-ce que cette partie de mon dessin est plus claire ou plus foncée par rapport à mon modèle? Donc, dites-vous que même si votre travail à la fin ne vous satisfait pas, vous avez forcément progressé d'une manière ou d'une autre et vous n'avez pas perdu votre temps parce que vous avez pris un bon moment à dessiner. Après, pour ce qui est du matériel, ce qui est très bien en fait avec la gamme Canson et aussi avec Lyra, c'est que c'est du matériel de qualité, donc je peux vraiment que le conseiller. Et en plus, conseil aussi, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Il vaut mieux avoir du matériel de qualité peu pour pouvoir se faire plaisir plutôt que d'avoir beaucoup de matériel qui n'est pas forcément qualitatif. Parce que tout va vraiment aussi résider non pas que dans le travail du dessin, mais aussi dans le matériel. Donc là, par exemple, le fait que j'ai des bons pigments, ça me permet de réfléchir, enfin de dessiner sereinement, sans avoir à appuyer particulièrement fort sur mon travail. Et donc ça, en fait, c'est aussi, ça dépend du matériel. Donc, en effet, je vous conseille d'avoir un matériel qui soit bien, mais après, rien n'est impossible aussi avec un crayon et un papier sur la table de la cuisine. Vraiment, le dessin, c'est quand même ce qu'il y a de plus accessible, j'imagine, en termes de faisabilité. Donc, lancez-vous. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Alors, là, je parle, mais vous voyez, en même temps, je rehausse mon dessin. Quand je dis que je rehausse, ça veut dire que je rentre dans des détails peut-être un peu plus forts, où je vais rajouter un peu d'ombre et un peu de lumière dans des endroits plus précis. Et c'est ce qui va donner en fait le volume de mon dessin. Là, je vais accentuer l'ombre ici. Je vais accentuer aussi la ligne.
Voilà, ça va donner un regard un peu plus doux. Je vais créer une ombre un peu plus forte là. Et je vais mettre un peu de lumière dans la partie de la paupière inférieure que je vois ici. Voilà, le rond. Je vais le travailler un peu plus, qu'il soit un peu plus fort. Voilà. Elle a des taches de rousseur. Je ne l'avais pas fait dans mon modèle, mais là je le vois maintenant, donc je vais essayer de les dessiner un petit peu. Ça va me permettre aussi de donner l'expression du modèle. Et puis aussi peut-être de donner un peu de volume. Là, j'essaye de passer un petit peu légèrement pour que ça fasse un dégradé. Voilà. Donc vous avez vu, je passe pas partout, hein. C'est vraiment le papier qui va aussi me donner une ombre en plus. Et là, je passe dans les endroits sur l'oreille qui me semblent être les plus foncés. Après, ceux qui me semblent légèrement moins foncés, je vais aller avec le crayon. Donc le crayon sépia. Là, je vais donner... Voilà. Et alors Louise, il y a une question de Valérie qui demande quel est l'intérêt d'utiliser les pastels en bâton plutôt que d'utiliser des crayons. Alors, moi, ce que j'aime bien avec le pastel, c'est qu'il y a un côté un peu plus brut et un peu plus aussi qui va te donner... c'est une bonne question. En fait, c'est une histoire de rendu. Il y a un côté un petit peu plus brut et aussi, là, c'est par rapport au sujet. Mais sachez que quand vous avez des grandes zones à remplir, les pastels carrés, moi souvent dans les boîtes, je les casse, je les utilise de différentes manières. Par exemple, là j'utilise la pointe, mais je peux aussi le casser comme ceci et après remplir ici une zone beaucoup plus grande. Donc en fait, le pastel en carré, sa forme, elle va être à utiliser sous différents angles en fonction de ce que vous voulez créer. Moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'il y a un côté un peu brut où du coup, je vais devoir en fait prendre mon outil d'une autre manière et du coup, ma main en plus, elle ne repose pas sur mon dessin. Donc, je ne vais pas avoir cette sensation de toujours avoir le côté crayon où après, je vais mettre un petit peu trop mon poignet sur mon modèle et après me retrouver avec un truc tout foutoir. Donc, c'est une histoire de sensation. Et aussi de gamme de couleurs. Là, en fait, ce qui est chouette, c'est que si je n'avais que le sketching set, je n'aurais pas pu compléter avec d'autres couleurs. Et là aussi, je vous fais, on va dire, une présentation avec 3 couleurs. Mais j'aurais très bien pu, par exemple, dire, bah tiens, je vais lui rajouter un peu de jaune dans le regard. Comme ça va lui donner un côté un peu vibrant. Voilà, tout de suite, vous avez vu, ça rajoute tout de suite un petit truc. Ou tiens, je vais lui rajouter peut-être un petit peu de rouge dans son sourcil. Donc ça va donner de la vibration tout de suite à mon image. Donc après, c'est comme vous préférez. Moi, j'aime vraiment avoir différents formats de matériaux pour justement crayons, carrés alternés. Et ne pas se retrouver avec toujours la même chose dans les mains. Ça permet une fluidité, je trouve, dans le travail du dessin. Vous avez vu, quand je hachure aussi, je vais dans plusieurs sens. Là, je suis allée comme ceci dans un premier temps. Après, j'ai croisé comme ceci. Et ça m'a permis finalement de suivre, donc je reprends mon modèle, de suivre finalement la courbe. Vous voyez, ici, ça fait une courbe comme ceci, peut-être une courbe comme ceci. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de suivre aussi un peu le mouvement de mon sujet, là plutôt comme ça, pour que ce soit le plus confortable possible pour moi pour dessiner. Donc je ne suis pas, vous allez voir, je le dis souvent, les dessinateurs et dessinatrices, on est des flemmards. Moins ça nous demande d'efforts, mieux c'est. Hop. Prendre un peu de lumière encore.
Vous avez vu, j'y vais vraiment progressivement. Là, c'est un peu plus clair. Je vais accentuer un peu ici. Là aussi. Là, je reprends mon petit élément là pour faire une... Voilà. Je vais faire aussi les cils du bas. Donc les cils, je ne les fais pas aller trop loin. Juste légèrement. Juste des petits éléments, pas plus. Donc vous avez vu l'ombre vraiment dans le coin de l'œil, il va être très important. Il est plus prononcé à droite qu'à gauche hein, dans mon modèle, donc gardez-le en tête aussi pour de futurs dessins que vous ferez. Et Isabelle te demande si l'orientation du trait a son importance. Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'orientation du trait, moi, comme elle va me permettre de donner une intention. C'est-à-dire que vous voyez là, volontairement, je fais mon trait plutôt dans ce sens-là. Parce que comme mon volume, il part donc par ici, c'est plus facile de donner une direction par là en faisant mes traits comme ceci. Si par exemple, ici, je vois ça part plus dans ce sens-là, si je les fais comme ça va aplanir mon visage. Donc, le fait de les faire comme ça permet on va dire, de donner un peu plus de sens dans la perception de mon volume. Donc oui, ils ont une importance. Après, il faut surtout que vous vous sentiez confortable. Donc il n'y a pas de bon sens ou de mauvais sens. D'autres dessinateurs ou dessinatrices pourraient faire le même dessin et ne prendraient pas la même orientation que moi. Donc il n'y a pas de bonne école. Il faut juste que vous vous sentiez à l'aise par rapport à ce que vous êtes en train de dessiner. Vous voyez, là même, j'ai même pas fait des... Et là, comme je suis sur une surface un peu ronde comme ceci, j'ai pas fait de traits parce que j'étais moins confortable avec ça, j'ai fait des ronds. Vous voyez, donc vraiment faites comme vous le sentez en termes on va dire de confort. Là c'est une grande zone, donc là pour moi j'ai plus envie de faire ça, mais si je fais trop dans le même sens, vu que c'est son front, peut-être qu'en mettant un peu des traits un peu plats comme ça, c'est quand même mieux pour bien faire comprendre que son front est bien en face de nous, ici, dans ce cas de figure. Je vais refaire un petit peu des taches de rousseur. Donc là, les taches de rousseur, elles vont avoir une importance dans la position aussi. Hein. Vous voyez là, mon nez, je vais vous faire un petit schéma. Le nez, il est comme ceci. J'exagère, mais c'est pour vous expliquer quand même. Donc, il faut imaginer un peu cette forme géométrique. Du coup, quand je vais faire mes taches de rousseur, je vais faire en sorte qu'elles suivent le mouvement. Donc quand elles vont être sur la face, elles vont être plates. Quand elles vont être sur la face de l'aile du nez, elles vont être sur le côté. Quand elles vont être sur ma joue, elles vont être plates. Donc vous voyez, en faisant ça, ça permet de donner un mouvement qui va aussi
accompagner finalement votre travail de volume. Encore un peu accentué ici. Et encore une fois, n'hésitez pas à en faire plusieurs, à prendre des modèles de différents âges aussi. Si c'est une technique qui vous intéresse, changez aussi de papier. En fait, ce qui est intéressant avec ces blocs, ça existe aussi en rouleau, ça existe à la feuille. Mais comme vous avez plusieurs teintes, ça vous permet vraiment aussi de vous amuser à trouver, vous, la technique qui correspond le mieux. Si par exemple vous avez envie de vous concentrer sur les valeurs de foncé, prendre un papier qui est plus clair. Ou au contraire, si vous voulez travailler uniquement la lumière, et ça peut être assez amusant et très satisfaisant, de prendre une couleur beaucoup plus foncée pour qu'on voit encore mieux le blanc que vous allez utiliser ou les couleurs claires. Je vais essayer de faire un peu disparaître dans l'ombre l'oreille. Donc vous avez vu aussi en termes d'ombre et de lumière, sur la joue, on a cette partie ici qui est très claire. Tout ça, c'est une ombre, mais au sein de cette même ombre, je vais avoir une ligne un peu plus foncée. Et tout en bas à droite, c'est légèrement plus clair. Donc ça, c'est des petits détails de perception qui vont venir avec le temps. Ne vous inquiétez pas, si vous ne le voyez pas tout de suite, c'est normal aussi. L'œil, ça s'aiguise. Donc ça va venir avec le temps. Et du coup, moi, je suis là pour vous montrer ces petites choses. Donc là, vous voyez, je vais accentuer un petit peu. Et là, je vais gommer un peu parce que... En tout cas, tu as rassuré, je pense, pas mal de personnes sur le chat qui nous disent super pédagogie, merci de nous remonter le moral, merci pour ces conseils, je pourrais me lancer bientôt. Oui, lancez-vous, c'est du plaisir le dessin. C'est du plaisir et n'ayez pas peur d'avoir des résultats immédiats. Faites-vous surtout confiance en apprentissage et surtout à bien regarder ce que vous avez sous les yeux, à oublier finalement que vous voulez faire absolument un portrait parfait et surtout à vous amuser, à tester aussi les textures. Donc là, de ces pastels, ils sont vraiment chouettes. Donc peut-être qu'aussi vous pouvez avoir votre propre interprétation du modèle. C'est ça aussi. Après, faites des accidents, vous pouvez avoir des bonnes surprises. Voilà, on a tous et tout un style. Et même si si quelqu'un voulait essayer de reproduire mon dessin parfaitement, moi-même je ne peux pas le faire. Vous voyez, les deux, c'est pas les mêmes. Donc c'est pour vous dire, même moi, j'arriverai pas à reproduire ce que je fais. Ah oui, c'est intéressant de voir les deux à côté. Ouais, en fait, il y a aussi une histoire de différents petits détails, d'ombre et de lumière. Là, le fait d'avoir plus forcé le nez sur mon précédent dessin, ça donne une autre expression. Donc après, vous allez me dire, mais oui, mais il y a des gens qui sont capables de le faire parfaitement. Oui, c'est vrai, mais ces gens-là, ils font que ça toute la journée. Ils doivent faire ça depuis des années. C'est un sport. Le dessin, c'est du sport. Il y a des jours où on est en forme, des jours où on est moins en forme, des jours où finalement on a compris un truc dans le mouvement, dans la perception. Donc voilà, dessinez le plus possible, c'est tout ce que je peux vous conseiller parce que dans tous les cas, ce ne sera jamais perdu. Vous voyez, là, je passe plusieurs fois, mais je passe à peine. En fait, en faisant ça, ça permet de m'arrêter au moment où je trouve que c'est suffisamment foncé.
Parce que si je fais ça d'un coup tout de suite, waouh, ça va faire en fait directement une ligne et je n'ai pas très envie de lui faire du contouring tout de suite à cette fille. Donc du coup, je vais chercher doucement en fait jusqu'à ce que ce soit suffisamment fort pour moi. Et pareil ici, à rechercher doucement. Je pense que j'ai bientôt fait le tour de mon modèle, hein. Je vais lui mettre un peu de lumière là. Repasser. Faire quelques cils supplémentaires. Puis là, peut-être un peu... Je passe partout, comme ça la met un peu plus dans l'ombre. Ça la floute un peu. L'oreille. Voilà, là j'ai une petite ombre comme ça. Ici. Voilà. Et oui, aussi essayer d'avoir des crayons bien taillés. Ce que j'aime bien aussi, donc chez Lyra, ils ont des tailles crayons qui sont vraiment spécifiques pour ce diamètre de crayon. Donc vraiment, aussi, si vous prenez ce matériel, pensez bien à avoir le taille crayon qui correspond parce que les tailles crayons classiques peuvent casser vos mines. Donc voilà, pensez aussi qu'un taille crayon, ça taille des crayons en fonction aussi du diamètre. Et par conséquent, il faut que vous ayez un taille crayon adapté pour ne pas casser vos mines. Et plus votre crayon est aiguisé, plus vous pouvez rentrer dans les détails. Donc c'est évident. Tac, on passe un petit coup pour les cheveux. J'ai un ombre qui correspond à l'autre côté du nez. Alors, il y a Yoshi qui demande comment est-ce que tu fais apparaître les taches de rousseur avec le hachurage? Alors, en fait, j'ai dessiné les taches de rousseur. C'est ce que je montrais tout à l'heure. Ici, avec mon nez, en fait, je fais des petites taches. Et en fait, les taches de rousseur, souvent, on se dit c'est des ronds. Après, là, dans mon modèle, comme je suis un peu en close-up, je vais essayer de dessiner plutôt des taches sans forcément les remplir, mais des éléments qui sont un petit peu ovoïdales et de forme un peu et de taille différente. Donc, du coup, j'accentue ça. Mais je ne les fais pas trop fortes. Je ne veux pas que la valeur de mes taches de rousseur, donc son niveau, on va dire, de gris, soit plus important que mes ombres elles-mêmes. Donc, je veux qu'elles se fondent dans mon travail de valeur. C'est pour ça que dans les zones les plus sombres, je ne vais pas avoir mes taches de rousseur. Je pourrais les foncer en appuyant un peu plus, comme ceci. Mais si vous voulez que ça ne prenne pas trop de place dans votre dessin, juste faites-les apparaître dans les parties les plus claires. Et comme ça, on comprendra que notre modèle a des petites taches de rousseur. Voilà. Bon, je pense qu'on est pas mal là. Hop, je vais rehausser un petit peu là, mais je pense qu'on sent la pose. J'ai pas envie de trop saturer mon papier parce que je trouve que comme ça, le dessin respire. En tout cas, si vous avez envie de refaire l'atelier en replay, ça sera disponible dès demain sur le site de Canson et aussi sur le site du Pan. Parce que parfois ça va un peu vite quand on est en live, donc n'hésitez pas à vous replonger dedans tranquillement à votre rythme et en pouvant faire pause et reprendre quand vous le souhaitez. Voilà. Tout à fait. Prenez votre temps, faites pause, revenir en arrière. Vraiment, n'hésitez pas. Et surtout, amusez-vous. J'aime bien ce papier. Ce papier d'ailleurs, il y a du coton dedans, donc ça le rend robuste et souple. Donc c'est très confortable pour dessiner.
Et Isabelle qui te demande quand est-ce que tu sais qu'il faut arrêter de travailler ton dessin? Alors, c'est une bonne question. Je pense que ça, c'est un apprentissage en fonction du style de chacun et chacune. Et aussi de vos intentions. Moi, j'avais envie qu'on sente le papier encore en dessous, donc je vais m'arrêter là parce que je veux vraiment qu'on sente le papier. Aussi, si je sens que je commence à tourner en rond dans un dessin, c'est que c'est peut-être le moment de s'arrêter. Et si j'ai envie de dessiner et que vraiment je ne sais pas quoi faire, eh ben, faites-en un autre, prenez un autre modèle. Toujours, faut pas hésiter à garder cette énergie créatrice, mais souvent le trop, en faire trop, c'est quelque chose où en fait on regarde plus son modèle, on est juste concentré sur le fait de faire, de dessiner, et finalement on n'est plus libre, dans le libre arbitre de là en fait je suis en train d'atteindre le résultat qui m'intéresse, donc je m'arrête là. Et par conséquent, j'en fais un autre modèle, un autre style, une expérimentation, pourquoi pas. Mais voilà, donc quand s'arrêter, quand vous commencez à vous poser la question de « Ah là, ça me plaît bien », c'est que vous avez bientôt terminé votre dessin. Voilà. Ok, super conseil pour finir. Merci Louise parce que tu nous as vraiment partagé beaucoup de notions ce soir. Je pense que tout le monde a progressé, a appris quelque chose. Donc merci de nous avoir partagé tout ça si généreusement. Avec plaisir. Je vous invite à participer au jeu concours pour tenter de gagner le matériel qui a été utilisé pendant le live et aussi un cours en ligne du PAN. On va vous remettre le lien en commentaire. Et aussi à poster vos réalisations sur le groupe des ateliers Canson parce que c'est toujours vraiment un plaisir de voir vos dessins après les lives. Grave, j'adore voir. À chaque fois, je vois des pépites. C'est toujours impressionnant les progrès que vous faites. Et puis le côté je lâche prise et j'y vais. Et souvent, il y a des très belles choses, donc n'hésitez pas. Oui, et puis la diversité des interprétations sur un même portrait. Tout à fait. Et puis nous, on se retrouve le 18 décembre pour le dernier live de l'année 2024 où on dessinera un cerf au crayon de couleur. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et merci à tous d'avoir participé.